Hey salut à tous, ici c'est Rak, et aujourd'hui l'on se retrouve enfin pour l'épisode le plus attendu du millénaire, les cartoons interdits, numéro 4. Arrêtez. Ah, excusez-moi, j'ai toujours ce genre de réaction quand je marche dans la rue. Au programme aujourd'hui donc, une nouvelle poignée de cartoons en tout genre des années 20 à aujourd'hui. Racisme, propagande, drogue, comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts. Mais aussi des petits sujets bonus, comme les fakes ou encore même une œuvre anti-guerre. En revanche, comme vous vous en doutez, de par les thématiques et outre l'avertissement en début de vidéo, cette vidéo sera très probablement démonétisée. Youpi. C'est pour cela que je vous invite, si vous le souhaitez, à me soutenir sur Tipeee ou sur mon tout nouveau Utip. Alors Utip, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. En fait, vous pouvez soutenir le créateur de votre choix en donnant simplement quelques secondes de votre temps, en regardant une publicité. Concrètement, ça me rapporte environ 5 centimes par visionnage, ce qui est bien plus qu'une vue YouTube classique. Donc voilà, si vous souhaitez encourager la création libre sur le net et me soutenir sans avoir à débourser un centime, eh bien n'hésitez pas. Ceci étant dit, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Et on commence avec un film des fameux Censured 11. Oui, on les a pas encore tous faits, voir les épisodes précédents. L'île de Pango Pongo. L'île de Pango Pongo est un dessin animé de 1938 interdit à partir de 1968 en entrant dans le cercle très fermé des Censured 11 ou les 11 censurés, une liste de 11 cartoons, principalement des Merry Melodies, je dis très bien, devenus interdits à la diffusion de par leur contenu légèrement choquant. Le scénario du cartoon, ici très simple, est simplement en fait de nous faire découvrir l'île de Pango Pongo. Tout commence donc avec un petit bateau qu'on suit et qui quitte New York, traversant paisiblement l'océan avec des petites vannes sur les noms des îles. Tout va donc pour le mieux et c'est bien gentillet. Et même, une fois arrivé sur l'île, on découvre alors en fait la faune de celle-ci. Un narrateur nous présentant un à un les animaux, passant des petits oiseaux aux gazelles ainsi qu'aux ours polaires. Mais là, après 4 minutes 20 de dessin animé, c'est le drame. And here we find a typical aborigine, completely untouched by civilization and totally ignorant of our presence. Non franchement je vois pas ce qu'il y a de raciste, c'est juste un noir avec un os dans le crâne qui mange une banane. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de choquant. Bref, c'est alors que le cartoon donc entre en plongeant avec les deux mains en avant dans tous les clichés racistes imaginables possibles. Les plans, tous plus aussi inimaginables les uns que les autres, s'enchaînant ainsi à tout va devant nos pauvres yeux qui ont à peine à chaque fois le temps de se remettre du plan précédent. Puis là il y a une course de chevaux, suivi d'encore d'autres plans qui nous appuient évidemment bien sûr sur le fait que les 10 indigènes sont tous des retardés mentaux qui ne comprennent rien et font n'importe quoi. Le tout se terminant par une scène de danse et de musique où les indigènes s'approchent physiquement de plus en plus à des gibbons avant qu'une vieille version d'Elmer Fudd n'arrive et tire sur le soleil. Et là, c'est la fin. En fait, je pense que c'est une métaphore, et le soleil, ça représente le respect. Cette petite entrée en matière pour nous réhabituer en fait, nous allons monter à présent d'un cran en matière de glauquerie, avec un cartoon lui aussi faisant partie des Censured 11. Clean Pastures. Clean Pastures est un cartoon de la Warner sorti en 1937, et qui est une œuvre parodique, autant dans son titre que dans sa thématique de fond, de The Green Pastures, ou Les Verts Pâturages en français. Un film sorti un an plus tôt, fait là aussi par la Warner, qui raconte en fait des histoires de la Bible, en particulier de l'Ancien Testament, ce avec quasiment uniquement des Afro-Américains en acteurs. Un film assez unique en son genre et qui a connu un grand succès lors de sa sortie, mais qui a suscité néanmoins bien des critiques par la suite de par les activistes des droits civiques, au vu de ses nombreux clichés et stéréotypes envers les Afro-Américains eux-mêmes. Le contexte étant donné, le dessin animé débute donc ainsi dans le quartier d'Harlem. Bars, clubs, jeux d'argent et alcool faisant place partout dans celui-ci. Ce qui ne manque pas d'inquiéter Dieu. Dieu qui est alors en plein tourment, car de par tous ses vices à Harlem, sa population de nouveaux arrivants est en chute libre. Pour remédier à cela, il passe alors un coup de fil à un de ses anges, et lui demande alors d'agir. Bref, le dit ange court alors à sa tâche, mais évidemment, vu que c'est un feignant, bah oui, il est noir, hein, logique. Il ralentit par flemme avant de finalement descendre sur Terre dans la plus grande non-énergie. Enfin sur Terre, sur le continent Harlem plutôt. Je pensais pas qu'il était aussi gros que ça ce quartier. Et commence alors à recruter des gens pour le paradis de la manière la plus vive possible. Bref, les clichés s'enchaînent ainsi devant notre pauvre ange, mais qui malgré tous ses efforts n'arrive à recruter personne. Non mais blague à part, c'est quoi le message que veut nous faire passer ce truc? Suicidez-vous. Bref, les autres anges qui regardent ça là-haut descendent alors lui filer un coup de main en faisant un concert en pleine rue. Une technique qui marche très bien puisque tous les gens d'Harlem accourent alors voir le spectacle et suivent les anges jusqu'au paradis. Bref, c'est la fête, le diable vient même les rejoindre et là, c'est la fin. Et attends, ça veut dire qu'ils sont tous morts. Mais si vous pensiez avoir tout vu en matière de racisme, eh bien je vous propose à présent de découvrir l'un des pires du pire en la matière. Bon, je sais que j'avais sûrement déjà dit ça pour certains d'entre eux dans mes dernières vidéos, mais celui-ci, croyez-moi, il bat tous les records.
The Coal Black and the Seven Dwarfs. The Coal Black and the Seven Dwarfs, ou Charbon Noir et les 7 nains, en disant 7 de la façon la plus débile possible en anglais, est un dessin animé sorti en 1943, et qui est une parodie de Snow White ou Blanche-Neige et les 7 nains, sorti 6 ans plus tôt en 1937 de par Disney. Oui, c'est rigolo, vous voyez, parce que dans Blanche-Neige, elle est blanche, et dans Charbon Noir, elle est noire. Faisant partie lui aussi des censeurs Red Eleven, Coal Black est en fait en réalité souvent considéré comme le pire de la liste, celui-ci n'ayant d'ailleurs jamais été officiellement commercialisé, et n'ayant été passé qu'à de très rares occasions à la télévision. Je veux dire pour les autres, ils ont globalement tous connu un début de carrière relativement tranquille, mais celui-là, pour que personne ne veuille se faire de pognon dessus, c'est que croyez-moi, il y a des raisons. Et oui, car en plus de ces multiples et bien lourds clichés racistes envers les Afro-Américains, autant civils que militaires au passage, le D-Cartoon possède des allusions à peine douteuses sur son héroïne, et encourage aussi le meurtre de Japonais via une petite propagande bien placée. Haha, j'ai hâte, c'est parti, je regrette déjà. Tout commence donc le plus tranquillement du monde, avec une fille qui demande à sa maman une histoire au coin du feu. Histoire que sa mère se met donc à raconter. Et oui, on se retrouve alors projeté dans un immense château rempli d'or, de café, de sucre et de pneus, et dans lequel l'on découvre alors la reine, qui donne visuellement dès les premières secondes le ton de l'épisode. Mais c'est à peine remis de ce plan que l'on découvre alors le prince avec ses magnifiques dents en or, prince qui est amoureux de l'héroïne du film, héroïne qui est alors au même moment en train de faire de... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Héroïne donc qui lave son linge et dont on apprend qu'elle s'appelle So White. Un jeu de mots aussi rigolo que ce chinois qui s'appelle Ping Pong. Bref, le prince et So White se mettent alors à danser ensemble sous les yeux de la reine. Ce qui ne manque évidemment pas de l'énerver. Elle envoie alors sous des jeux de mots, une fois de plus pas du tout lourd, ses boys qui remplacent le chasseur dans Disney pour aller se débarrasser de celle-ci. Ceux-ci arrivant de suite dans leur gentille camionnette avec un énorme murder marqué dessus avec les tarifs indiqués en dessous. Donc du coup si ça vous intéresse, c'est à moitié prix pour les nains et c'est gratuit pour les japonais. Oui, le film date de 1943. Dis donc, elle raconte vraiment des trucs de ouf à sa fille, la maman. Bref, So White se fait alors enlever comme prévu, avant que les méchants ne l'épargnent et la larguent en plein milieu de la terrifiante forêt. Ce via une allusion des plus glauques sur ce qu'il s'est réellement passé dans la camionnette. Mais c'est alors qu'arrivent les 7 nains. Ici 7 soldats, noirs donc, dont entre autres, encore et toujours, l'éternel cliché du mec feignant. Enfin bon, on va dire que c'est le nain dormeur. En forçant bien, ça doit passer. Nains qui secourent alors So White en l'emmenant avec elle dans leur base militaire. Ce pour des intentions visiblement très nobles de leur part. Franchement, je me demande bien pourquoi il était interdit celui-là. Mais dans le même temps, la terrible reine, dans son terrible château, concocte dans le secret une terrible potion qu'elle insère dans une pomme à présent terriblement empoisonnée. C'est vraiment terrible ce cartoon. Ce dans une scène avec des vers extrêmement dérangeantes. Oh, sérieux, pourquoi ils ont fait ça? C'est déjà pas assez glauque. Bref, le petit matin arrive alors, et il retrouve la fille, toujours aussi bien habillée dans la base militaire, qui est alors en train de préparer des œufs de la manière la plus normale du monde. On est à l'aise à chaque instant. Mais la reine déguisée arrive alors et lui donne sa jolie pomme, que So White croque à pleines dents avant de décéder. Et là, c'est la fin. Enfin, on aurait bien aimé que ce soit la fin, mais non. Le plus lourd est pour la suite. Bref, Léna réplique alors et défonce la reine, avant d'appeler à l'aide le prince pour réanimer la fille. Avec, comme dans Blanche-Neige, un tendre baiser. Et... oh... et du calme. Et oh... 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 stop, c'est pas un ballon. Bref, le prince y va alors à fond, au point d'en devenir vieux et blanc. Pourquoi? Mais sans succès, hélas. Les nains décident alors de prendre les choses en main, et l'un d'entre eux roule l'appel du siècle à So White, qui se réveille alors aussitôt, avant qu'il lui en refoute une autre de suite, qui cette fois-ci lui fait pousser 2 drapeaux américains sur la tête. Et là, c'est la fin. USA, USA, USA. Une magnifique transition donc qui me permet à présent de passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui va parler à présent des tant attendus dessins animés de propagande. Et c'est une fois de plus les États-Unis qui sont à l'honneur, avec cette fois-ci un personnage bien plus connu, Bugs Bunny. Nips Nips est un film d'animation de propagande anti-japonais sorti en 1944, avec pour héros principal donc Bugs Bunny. Un dessin animé devenu aujourd'hui plus ou moins officieusement banni à la diffusion de par ses propos insultes et stéréotypes racistes anti-japonais, tout comme d'ailleurs bien d'autres œuvres de cette époque. Le D-Cartoon montrant d'ailleurs ici l'exemple typique du genre, un héros américain affrontant plusieurs adversaires japonais qui sont évidemment inférieurs à lui en intelligence et dont il réussit ainsi à jouer de ruse en tuant par centaines. Tout commence donc dans le Pacifique avec Bugs Bunny qui chante dans une caisse en bois perdue sur l'océan. Sauf que soudainement, une île apparaît au loin. Prenant les pattes à son cou,
du lapin. Il se rend ainsi sur celle-ci en un rien de temps, et pose ainsi les pattes à terre. Une île qui s'avère ici tout ce qu'il y a de plus paradisiaque, celle-ci n'ayant même pas un cannibale à l'horizon, ça change. Sauf que tout d'un coup, 15 secondes après son arrivée, ça se met à exploser de partout, l'île s'avérant en fait être remplie de japonais. Des japonais qui, sur des voies d'un cliché aussi insupportable que mal foutu, essayent alors de tuer Bugs. À partir de là, je ne vais pas tout raconter, mais les gags s'enchaînent ainsi à la suite. Bugs réussissant à chaque fois à berner chaque japonais qu'il rencontre, jusqu'à arriver au gag final, où il se déguise en vendeur de glace qu'il vient vendre aux soldats présents sur l'île. Hurry, hurry, hurry. Get 'em while they're cold. Here, one for you, monkey face. Don't shout, there's plenty for Attends, vient de all. dire quoi là? Mais coup de non-théâtre, il y avait en fait des grenades dans les glaces, qui se mettent alors à exploser, tuant tous les japonais. Enfin, non, pas tous. Un soldat court rattraper Bugs pour lui demander une autre glace, parce que sur son bâtonnet, c'est marqué qu'il en a le droit à une gratuite. Et franchement, bah en vrai, ça m'a fait rire. Mais bon, imaginez l'impact sur un enfant de l'époque. Franchement, en vrai, le message passe. Les japonais sont des débiles et tu peux te moquer d'eux sans souci. Donc en soi, les discriminations, il n'y a aucun problème. Bref, au final, Bugs Bunny a tué tout le monde, un petit drapeau étant dessiné par victime, avant que l'armée américaine n'arrive. Mais bon, il rencontre tout de même Madame Lapin et lui court après en sautant. Fin. Tuez-moi. Et en parlant de l'armée américaine, et oui, vous vous en doutez, je vais à présent vous parler de nouveau de Private Snafu, un cartoon principalement destiné à l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, ce avec aujourd'hui 2 épisodes, dont un que je vais aborder en premier, qui n'a pas été censuré et interdit pour racisme, propagande ou quelques propos et images choquantes, mais pour sécurité nationale. Au passage, rien à voir, mais puisque je ne l'ai pas mentionné dans les précédents épisodes, enfin je crois pas, Snafu est en fait un acronyme qui signifie Situation Normale All F***ed Up. En gros, en français, que la situation est en pleine anarchie, mais qu'il faut pas s'en faire, hein, c'est normal, on a l'habitude. Ça c'est dit. Private Snafu Going Home est donc un cartoon terminé en mai 1944 et qui était censé sortir en juin de la même année, avant que l'armée ne décide de censurer l'épisode au dernier moment. En fait, dans celui-ci, Snafu qui rentre enfin chez lui raconte alors à tout le monde ce qu'il a vu et fait dans l'armée. Chose entraînant à la fin de l'épisode la mort de son propre régiment. Jusque rien d'anormal, un épisode des plus classiques par rapport aux autres somme toute. Sauf qu'à un moment du cartoon en particulier, il est en fait fait mention d'une arme en préparation. Une arme qui de par sa puissance est capable de détruire littéralement une île entière. Une description qui rappelait en fait ici trop une arme que les Américains préparaient dans le plus grand secret dans la réalité. La bombe atomique. Ayant peur que le cartoon révèle au public en fait indirectement le secret, ce qui aurait été bien ironique vu la thématique de l'épisode, celui-ci ne fut finalement jamais diffusé et interdit par l'armée. Sinon, toujours en restant dans Private Snafu, vous vous souvenez de Malaria Mike? Eh bien voici visiblement ses cousines dans It's Murder She Says, un film de 1945, non censuré pour le coup, mais vu que je sais que vous avez adoré ce gentil petit moustique père de famille, je me suis dit que vous aimeriez aussi découvrir le reste de sa famille. On suit donc ici l'histoire de la plus sublime des moustiques, que l'on appellera Lady Mosquito, qui raconte en fait son glorieux passé à ses copines. Passé où elle était encore jeune et pleine d'énergie, buvant à tout va... du sang, dont entre autres celui de notre bon Snafu. Mais un jour, malheur à elle, les scientifiques et l'armée lui en ont foutu plein la tronche et l'ont empoisonné à tout va. À tel point qu'elle n'a plus rien eu à se mettre sous la dent. Tant de tristesse donc pour un épisode plein d'émotions où tout le monde respecte les règles, remonte ses chaussettes et enfile son pantalon. Enfin, sauf pour Snafu, qui se balade torse nu au même moment, celui-ci servant finalement de repas à nos gentils moustiques. Fin. Et n'ayant pas de transition pour la suite, nous parlerons à présent de... Enfin de tabac. No Smoking ou Défense de fumée est un film de Walt Disney datant de 1951, avec pour personnage principal Goofy, ou Dingo en français, qui essaye en fait ici d'arrêter de fumer tout au long du cartoon, mais échouant à chaque fois lamentablement. Pas officiellement censuré, Disney évite tout de même de passer régulièrement cet épisode, et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Le cartoon commence ainsi en nous faisant découvrir l'histoire du tabac, rapporté de par les colons et qui envahit le monde au fil des époques jusqu'à nos jours. Enfin les années 50 du coup, où l'on retrouve alors Dingo qui littéralement vit dans une maison où chaque recoin possède un mégot, lui-même étant d'ailleurs entouré d'un nuage quasi constant, celui-ci étant complètement accro.
Mais seul problème, il commence à avoir des symptômes quelque peu désagréables, et décide donc alors résolument déterminé d'arrêter de fumer. Sauf qu'à peine 40 secondes plus tard, il craque de partout et parcourt les rues à la recherche de serait-ce qu'un demi-mégot. Sauf qu'à chaque fois qu'il croit avoir enfin trouvé un truc à fumer, il lui arrive une galère et la cigarette ou le cigare s'envole littéralement en fumée. Dingo pétant alors vraiment un câble et agressant les gens dans la rue pour leur demander quelque chose à fumer. Hey, mister, you gotta sing a fag, a pipe, nail, weed. Et attends quoi? Est-ce que je viens d'entendre Dingo demander de la weed dans un film Disney? Hey, mister, you gotta sing a fag, a pipe, nail, weed. Ah oui, non, c'était juste pour être sûr. Bref, l'agressé lui donne finalement un cigare qui explose à la tronche de Dingo, qui néanmoins reste le sourire aux lèvres car il a enfin eu sa bonne bouffée de tabac. Et générique de fin. La morale, c'est que c'était rigolo. Non mais sérieux, on m'aurait montré l'extrait de la weed comme ça hors contexte, j'aurais cru que c'était un fake. Et en parlant de fake, et de choses qui n'existent pas, non, je ne vais pas vous parler des aventures de l'homme invisible dans la dimension invisible, malheureusement censuré, mais d'un film en vente depuis 2011, sans que personne n'ait jamais réussi à mettre la main dessus. A Day with SpongeBob. Se disant lui-même être un documentaire non autorisé, de base sous ta concept, le film raconterait en fait, en gros, l'histoire d'un garçon qui gagne un concours pour passer une journée avec Bob l'éponge. Sauf que rien ne se passe comme prévu lors de cette dite journée. Mis en vente depuis 2011 donc, le film a peu à peu commencé à voir des rumeurs apparaître sur le net, ainsi que des faux extraits circuler, les gens se demandant sincèrement ce que c'était et où ils pouvaient l'acheter. Mais, des années plus tard, il n'y avait toujours eu aucune nouvelle, et aucun exemplaire mis en vente ou vendu, bien que des critiques figuraient pourtant sur la couverture du film. Couverture d'ailleurs quelque peu bizarre, avec un style bien différent du cartoon. Non mais sérieux, c'est quoi cette ananas carré? Après beaucoup de recherches et d'efforts de par divers internautes, il est alors avéré que la compagnie Innovisim Films, présente sur la couverture, est en fait une fausse compagnie. La véritable compagnie de distribution étant une compagnie prénommée Regal Films. Des rumeurs folles sur le fait que le film serve en fait à des trafiquants sous une fausse compagnie pour blanchir de l'argent étant même à l'ordre du jour. Même le garçon sur la couverture n'étant en fait pas un acteur, mais juste un PNG pris sur le net. Les critiques quant à elles s'avérant pour leur part être fausses. Et sans vérifier, je pense en fait que ce sont probablement les critiques du véritable film Bob l'éponge sorti en 2004, qui est, comme nous le savons tous, le meilleur film de l'histoire du cinéma. Mais finalement, en 2016, des internautes finissent par retrouver le créateur du film. Levant enfin le mystère sur des années d'enquête, celui-ci avouera en fait qu'il avait mis en vente le film avec seulement un script non fini en poche, espérant ainsi attirer des studios ou des ressources financières pour réaliser celui-ci, car il n'avait en fait jamais eu les fonds nécessaires pour lancer la conception. Et clarifiant aussi au passage le fait que Regal Films était juste une compagnie de distribution comme une autre et qu'il ne blanchissait pas d'argent. On est presque déçus, hein. Le dit créateur, surnommé Monsieur Orange afin de préserver son anonymat, a néanmoins promis une campagne de financement qu'on attend toujours depuis. Bref, une petite entrée en matière sur les cas et faits étranges dans le monde du cartoon pour vous parler d'un dessin animé dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Suicide Mouse, un cartoon non terminé et jamais publié provenant des années 30, où Mickey ne fait que marcher en boucle droit devant lui sur une musique de piano, avant qu'au bout de quelques minutes, des distorsions et des cris commencent à apparaître. Et bonne nuit à tous. Eh bien, ce cartoon est en réalité un faux. En fait, celui-ci avait été publié pour la première fois en 2009, avec une backstory complètement fabriquée et inventée de toutes pièces, et a été depuis repris et refait à plusieurs reprises. En revanche, il y a bien quelques dessins animés de Mickey qui ont eux été interdits pour de vrai, et même jamais publiés dans certains pays, notamment The Barnyard Battle, ou Le Champ de Bataille en français, daté de 1929. Un dessin animé qui montre Mickey et ses amis chantant des chansons confédérées au combat, avec des gentilles mitraillettes et pistolets, contre des chats soldats possédant quant à eux des casques allemands. Chaque Mickey finit évidemment par défoncer comme pas permis. Je vous laisse deviner dans quel pays le film a été interdit à sa sortie. Un indice, c'est pas le Groenland. Mais concernant Mickey, le plus grand mystère de toutes ces apparitions est sûrement celui de notre dernier cartoon pour aujourd'hui. Mickey au Vietnam. Réapparu par hasard dans un livre uniquement édité en français paru en 1998, Bon anniversaire Mickey, où on y voyait entre autres Mickey habillé en soldat devant un panneau encourageant à rejoindre l'armée, le film avait depuis lors fasciné beaucoup, qui avaient cherché à le voir. Mais autant Disney que d'autres compagnies ayant des stocks de vieux films ne semblaient le posséder.
Les gens commençant peu à peu à se dire que toutes les copies existantes avaient en fait été détruites ou perdues, ou voire même que le film était en fait un canular. Jusqu'à ce que vers 2010, certaines copies commencent à réapparaître. Bien que n'étant toujours pas accessibles au grand public, celles-ci étant réservées pour les seuls festivals et musées, de nouvelles informations avaient ainsi pu commencer à apparaître, dont évidemment la première en soi que le dit film existait vraiment et n'était pas un canular. On apprend ainsi que le dit film, d'environ moins de 2 minutes, n'était ni validé ni créé par Disney, mais en réalité créé indépendamment par le graphiste Milton Glaser, que vous connaissez d'ailleurs certainement de par ses logos sans peut-être le savoir, ainsi que par Lee Savage, qui est pour la petite anecdote le père de Adam Savage, ce pour un festival contre la guerre du Vietnam en 1968. Le mini-film montrant en fait Mickey rejoignant l'armée avant de se prendre une balle en pleine tête. Mais malgré l'existence avérée de ces copies, le film retombe à nouveau dans l'oubli, aucune personne parmi le grand public n'ayant accès à lui, ces dites copies restantes semblant bel et bien gardées sous clé. Mais coup de théâtre, finalement comme sorti de nulle part en 2013, soit plus de 40 ans après sa sortie initiale, le dessin animé est posté par un internaute en intégralité sur YouTube. Celui-ci, sans musique, montre donc en fait Mickey qui marche tranquillement, avant de s'arrêter devant un panneau l'incitant à rejoindre l'armée et à découvrir le monde. Celui-ci décide alors de s'engager, et part ainsi au Vietnam, casque et baïonnette à la main et sourire aux lèvres. Sauf que quelques secondes après son arrivée, il se prend une balle en pleine tête, son sourire disparaissant lentement, tandis que mort, le sang coule peu à peu de son crâne. Le film s'achevant sur cette image. Ambiance de folie. Des interviews données à Adam Savage, son père étant décédé, et plus particulièrement à Milton Glaser, révélèrent ainsi que le dit festival de l'époque s'appelait The Angry Arts Festival, et que lui-même n'avait pas revu son œuvre depuis des dizaines d'années, tandis que Adam en avait seulement entendu parler de par son père. Glaser révéla aussi que bien que des rumeurs que Disney ait voulu faire interdire le film et les poursuivre en justice, il ne l'avait jamais fait, car cela leur aurait en fait juste rapporté une mauvaise publicité et aucun revenu financier au final, le film n'ayant jamais été vendu. Mais bon après, pas sûr qu'il devait être super content non plus. Concernant le dit dessin animé en lui-même, Milton révéla que c'était pour lui avant tout une œuvre très symbolique. En effet, Mickey, multiple symbole de l'innocence, de l'Amérique, de succès et d'idéalisme, se faisant tuer comme un soldat, était en contradiction quant aux attentes du spectateur. Et c'est cette même contradiction de symbole qui était en fait ici recherchée pour faire réfléchir celui-ci. Un film profondément anti-guerre donc, et qui aura finalement trouvé son public après plus de 4 décennies dans le silence. Et qui est aussi indirectement une sorte de revanche en soi face à tous les dessins animés de propagande qu'aura produit Disney jusque dans les années 40. Et voilà, c'était donc les cartoons interdits numéro 4. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre et à me soutenir sur Tipeee, Twitter, Facebook ainsi que sur Utip. Et à aussi découvrir ma seconde chaîne où au passage je conçois mes propres dessins animés qui en termes de contenu se rapprochent assez de cette image. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera pour le coup vraiment la suite de notre let's play narratif sur la Bretagne. Enfin.